fonctions. Quelles sont les deux fonctions assurées par l'oreille? L'audition et l'équilibration. Très bien. Bon, l'oreille est un organe sensoriel spécialisé dans deux fonctions, l'audition et l'équilibration. Qu'est-ce que ça veut dire l'audition? L'audition est la capacité de percevoir les sons. Elle résulte de la propagation longitudinale, c'est-à-dire les ondes sonores qui se propagent. Ils ne se propagent pas dans le vide, ils se propagent dans l'air ou un milieu liquide ou dans un milieu solide. Ces ondes longitudinales qui se propagent dans l'atmosphère émises dans une bande de fréquences, puis elles sont reçues et adaptées par l'organe de l'audition qui est l'oreille. Les parties responsables de l'audition dans l'oreille sont l'oreille externe, l'oreille moyenne, la cochlée et l'oreille interne. Les canaux semi-circulaires et l'utricule et le sacule, elles seront responsables de l'équilibration. On ne va pas entamer la partie équilibration dans ce cours, on va se concentrer beaucoup plus sur l'audition. On a dit déjà que l'audition, c'est la perception des ondes sonores. Ce son, il résulte d'un mouvement de molécules d'air qui nous entourent. Il est caractérisé par les éléments suivants. Ces mouvements d'air, ce sont des ondes. Ces ondes, ils se propagent de côte à côte dans l'air, par exemple. Ils sont caractérisés par une fréquence, la fréquence qui correspond au nombre de pics d'ondes sonores. Elle correspond au nombre de pics d'ondes sonores qui passent en un point par unité de temps. Les ondes sonores, ce sont des ondes sinusoïdales qui ont un pic, et après un pic supérieur et après un pic inférieur. Plus un son est aigu, plus la fréquence est élevée. Donc, les sons aigus, ils ont une basse fréquence. Ok? Ils ont une haute fréquence. L'oreille humaine, il perçoit des sons dans la gamme de 20 à 20 000 Hz. L'acuité auditive, c'est-à-dire la capacité de l'oreille à entendre. L'acuité auditive optimum est concentrée sur 1000 et 4000 Hz. La deuxième caractéristique des ondes sonores, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est l'intensité du son mesuré sur une échelle avec l'amplitude. Il y a des sons de forte amplitude, il y a des sons de faible amplitude. Plus un son est puissant, plus son amplitude est grande. Ce sont des détails. La partie la plus importante, c'est la perception et c'est la transformation des ondes sonores vers un signal électrique. Ça, ce sont des trucs faciles et banals. Une conversation normale représente un son de près de 60 décibels. Décibels, c'est l'unité de mesure du son. Le timbre, il permet de différencier plusieurs instruments qui émettent la même note. Il y a un instrument, par exemple la guitare et le piano. Ils peuvent émettre la même note. Mais le son est différent. Cette différence de son appelée le timbre. Voici un rappel anatomique de l'oreille. L'oreille, elle est constituée de deux parties, une partie intracrânienne et une partie extracrânienne. La partie extracrânienne, elle est formée par le pavillon qui est dehors. Il est en forme d'entonnoir et qui va donner naissance au conduit auditif externe. Ce conduit auditif externe qui va conduire et concentrer les ondes sonores, il va les cheminer vers le tympan. Le tympan, c'est une fine membrane qui est située en derrière du conduit auditif externe et qui va transmettre les ondes sonores vers des vibrations mécaniques. Après le tympan représente la première partie de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est constituée de trois osselets. Le premier, c'est le marteau qui est lié directement au tympan et qui sont liés par des articulations entre eux jusqu'à la fenêtre orale. La fenêtre orale qui représente la première partie de l'oreille interne. L'oreille moyenne, elle présente une trempe qui s'appelait la trempe d'Eustache, qui va assurer l'équilibre entre la pression atmosphérique et la pression intra-oreille moyenne. Finalement, l'oreille interne, elle est constituée par la cochlée principalement, et les
canaux semi-circulaires. Les canaux semi-circulaires, on a dit qu'ils sont responsables de l'équilibration, et la cochlée, qui est l'organe principalement de la perception auditive. La transmission des sons. La transmission des sons, elle est appelée la transduction. C'est la transduction du son. C'est un processus qui a 4 étapes. La vibration mécanique dans l'air, les ondes liquides, on va voir ça après, les signaux chimiques et le potentiel d'action. On a dit que le pavillon de l'oreille externe est une sorte d'entonnoir qui canalise des ondes sonores vers le meilleur auditif jusqu'à la membrane du tympane. Aussi à un rôle amplificateur des ondes sonores. L'oreille moyenne est une cavité aérienne de l'os temporel qui communique avec le nasopharynx par la trompe d'ossage. L'oreille moyenne contient les 3 osselets auditifs de marteau du métrier. L'oreille moyenne est transmet une vibration mécanique à travers la caisse du tympane, qui est une cavité aérienne, jusqu'à la cavité lipidienne de l'oreille interne. Les cavités lipidiennes qui se trouvent au niveau de la tête. Bon. L'oreille interne, il est appelé aussi labyrinthe. Il comporte 2 parties, le labyrinthe osseux. C'est un réseau de canaux dans le rocher de l'os temporal. Le labyrinthe membraneux reproduit la forme des canaux osseux. Ça, c'est la fenêtre ovale, et ça, c'est la fenêtre ronde. La fenêtre ovale, elle est communiquée avec les triers. Quand les triers, quand le tympane reçoit les ondes sonores et transmettent en vibration, la chaîne des osselets elle bouge. Quand elle bouge, les triers, ils bougent contre la fenêtre ovale qui est remplie de liquide. Ce mouvement liquidien, il va être transmis tout au long des chaînes, tout au long des membranes liquidiennes. Ah, c'est une image plus claire. Ça, c'est la fenêtre ovale. Ah, la fenêtre ovale, c'est une image de milieu. Au haut, c'est la fenêtre ovale. Au milieu, c'est l'organe de l'organe qui est responsable de la perception auditive. Et en bas, c'est la fenêtre orange. Le liquide qui se trouve de la fenêtre ovale, ce sont des canaux qui sont liés. La fenêtre ovale, ça c'est la fenêtre ovale. Le liquide, le mouvement de l'étrier va entraîner le mouvement liquidien. Ce mouvement liquidien va être transmis tout au long du canal. Le canal cochléaire et le canal vestibulaire. Ça, c'est le canal cochléaire, c'est le canal vestibulaire. Ici, il se trouve l'organe tout au long du canal, tout au long du conduit cochléaire. Okay. Ces mouvements de liquide, ils vont faire bouger l'organe de l'oreille. L'organe de l'oreille qui est composé principalement des cellules ciliées, qui vont construire une membrane basale. Et en haut, il y a une membrane tétogène. Les cellules ciliées, chaque cellule, elle présente dans le pôle orbital des stéréocytes. Quand un membrane basale, elle bouge, les cellules ciliées, elles bougent de part et d'autre. Et ce mouvement qui va transformer le signal lipidien vers un signal chimique. Bon, la cochlée, on a dit déjà est divisée en 3 rampes de chance, la rampe vestibulaire, la rampe tympanique et la rampe moyenne. L'organe de cochlée, il est situé sur la membrane vasculaire, contient les cellules ciliées et les sols d'audition. Les cellules ciliées sont disposées en 4 rangées, 3 rangées de cellules ciliées externes et une rangée de cellules ciliées internes. Les cellules ciliées de l'oreille interne sont conchassées dans le constitué de leur groupe basal est fondamental de leur intervention. Leur latéral est utilisé, le prolongement, aussi en forme de ballonnet. Les autres prolongements sont appelés stéréocytes. Leur corps sont carrément composés de fibres parallèles d'actine. Les prolongements carrés attachent les extrémités et les extrémités de chaque stéréocyte. La transduction
ça, c'est ce national ça, c'est la transformation et la transmission des ondes sonores jusqu'au cerveau. Nous allons transmettre ces ondes sonores en vibration, en ondes vibratoires, qui vont être transmises par les chaînes de côté vers la tête. Le mouvement liquidien qui commence de la fenêtre orale jusqu'à la fenêtre orale fait bouger le canal cochléaire. Ce canal cochléaire se trouve dans le canal de votre sens. Ça, ce sont les cellules ciblées. Les cellules ciblées présentent au niveau du code basal, les stéréocytes. Ces stéréocytes sont liés par des canaux protéiques, par des ponts protéiques. Le mouvement. Comment? Il contient le code de Corti. Okay. Il contient l'unité principale de l'audition. Le canal cochléaire est différent en composition par rapport aux autres canaux. Le canal vestibulaire. En matière de d'ions, il est plus riche en potassium par rapport aux différents canaux. C'est pour ça qu'il y aura une différence de potentiel d'action de part et d'autre du canal cochléaire. Les mouvements ici, par exemple, du côté gauche vers le côté droit, il va libérer et il va faire ouvrir des ponts. Ces ports, ils couvrent des ponts, des canaux ioniques. Quand il y a un mouvement d'ici, il y a une ouverture du canal ionique, il y a une entrée du potassium. On a dit déjà que le potassium il est riche dans le canal de la cochléaire. L'entrée du potassium va générer un potentiel d'action, et après l'entrée du potassium va entraîner une amplification, ce qui va faire la circulation de neurotransmetteurs vers les cellules nerveuses, du nerf vestibulaire. J'ai dit déjà que les canaux potassiques sont activés quand les filaments qui associent les stéréocytes sont étirés. Comment? Ah, mais je vais le dire. On a dit déjà qu'au niveau des stéréocytes se présentent des ponts protéiques. Ces ponts protéiques jouent un rôle de force qui couvre les canaux ioniques. Quand il y a un mouvement liquidien, ce mouvement liquidien, il va faire bouger ici. Le mouvement ici, il va libérer, il va ouvrir des portes qui ont été fermées. On parle des ponts protéiques. Ok? L'ouverture de ces ponts protéiques vont faire passer le potassium dans les milieux intracellulaires, dans les cellules ciblées. L'augmentation du potassium entrant dépolarise des cellules ciblées et entraîne l'ouverture des canaux calciques potentiels dépendants. L'ouverture des canaux calciques potentiels dépendants, ils vont entraîner la libération de neurotransmetteurs à partir des cellules synaptiques. Activant les mécanismes des cellules du ganglion spiral au niveau postsynaptique. Au début, libération des neurotransmetteurs. Après la libération, la libération des neurotransmetteurs, l'entrée du potassium va entraîner amplification. Amplification va entraîner une stimulation la stimulation des neurotransmetteurs va générer un signal électrique qui va stimuler un potentiel d'action dans les neurones. Vous avez compris? أنا لا أعرف ما سمعتوش كي رحت ليه؟ شحال راك سمعتو؟ معليش العادي. Bon, on a dit que les cellules ciblées dans le pôle apical représentent des signes. Ces signes sont reliés par des ponts protéiques. Les ponts protéiques jouent
un rôle de porte. Les portes à l'état de robot sont fermées. Ok. Quand il y a un mouvement qui vient, c'est-à-dire l'arrivée des ondes sonores jusqu'à la fenêtre orale et jusqu'à les canaux tympaniques et les vestibulaires, il y a un mouvement du liquide. Le mouvement du liquide, il va entraîner le mouvement des cellules ciliées. Ce mouvement des cellules ciliées va libérer ou détacher un peu les protéines qui couvrent les canaux ioniques. Ces canaux ioniques vont être ouverts, vont faire entrer le potassium dans le milieu intracellulaire, qui va générer un potentiel d'action, qui va faire entrer le calcium. On sait que la vésicularisation toujours nécessite l'entrée du calcium. L'entrée du calcium dans le milieu intracellulaire, il va entraîner la vésicularisation des vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs vers les neurones synaptiques. Ça, c'est la transduction du signal qui vient d'un signal chimique. Vous avez compris? Ça, c'est la partie la plus importante. Bon, à partir du noyau cochléaire, les circuits auditifs après différents voies pour se rendre au tubercule ou à dans le jumeau postérieur. Allez, c'est dans des détails, parce que tu as les voies de transmission nerveuse. Ça, c'est la clé. Il y a, ça, c'est condition. Ça, c'est la condition qui contient les voies cellulaires des synapses qui ont été stimulées par la vésicularisation des neurotransmetteurs. Ok. Après la propagation du signal vers le ganglion, le signal électrique va atteindre le cortex auditif via le corps génier médial du cortex auditif primaire jusqu'à atteindre du cortex auditif primaire numéro 41 qui s'appelle R41 de Brodmann, qui est situé dans la portion supérieure du lobe, la partie supérieure du lobe temporal. Chez l'humain, il est situé dans la cellule possédée. Avec cette audition.